Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts du Centre Franco ce matin. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous accueillir à la série, à la conférence de M. François Guité, une conférence qui fait partie de la série Impact. Euh, Quelques petits messages avant de débuter. J'aimerais remercier mon collègue Denis Tardif de l'équipe tactique du Centre Franco, parce que vous savez que les conférences de la série Impact, c'est un partenariat entre plusieurs services, dont celui de Denis et de l'équipe tactique. En plus de ça, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation qui fait en sorte que cette conférence peut avoir lieu aujourd'hui. Et puis, certaines petites consignes durant la conférence. On vous demande de mettre votre micro en sourdine. Si vous avez des commentaires ou encore des questions, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage et je serai le modérateur pour cette boîte. Enfin, après la discussion, à 11 heures précises, eh bien, Jules Ducharme et moi aurons la chance, dans un autre événement, d'accueillir François pour continuer la discussion avec lui à notre rendez-vous qu'on a appelé le rendez-vous avec l'intelligence artificielle en éducation. Donc, vous serez aussi également invité. Bon, alors, l'intro est faite. Je passe maintenant la parole à M. Denis Tardif, justement, qui nous présentera notre conférencier. Merci beaucoup, Louis. Puis bonne journée à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous présenter notre conférencier qui est un collaborateur de longue date de l'équipe tactique. Donc, François Guité s'intéresse dès le début de sa carrière dans l'enseignement à l'innovation pédagogique puis aux technologies numériques. Il a notamment implanté une méthode d'autorégulation des apprentissages et conçu une application d'évaluation formative et de communication personnalisée. Il a également servi comme consultant au ministère de l'Éducation et fondé une entreprise d'application de l'intelligence artificielle en éducation. Depuis plus de 10 ans, il est appelé à donner des conférences sur l'éducation et a, entre autres, présenté une conférence à TAC 2017, congrès organisé par l'équipe tactique du Centre Franco. Donc, il me fait un plaisir de vous présenter François Guité. Donc, François, à toi la parole. Merci, Denis. Bonjour tout le monde. C'est toujours un grand plaisir que de retrouver les Franco-ontariens. Je sais très bien les défis qui viennent avec l'évolution technologique, mais actuellement, avec l'intelligence artificielle, ça change tout. Parce que l'intelligence artificielle actuellement repose sur ce qu'on appelle des larges modèles de langue. Et on sait que la langue est le principal outil de l'enseignement et de l'apprentissage. Attendez un moment que je... Voilà. Alors, comme je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir les diapos au début pour suivre la présentation, d'autres préfèrent les avoir à la fin pour se garder l'élément de surprise qui vient du suivi de la communication. Alors, à vous de choisir. De toute façon, je représenterai le code QR et le lien pour le téléchargement à la fin de la communication. Alors, sans plus tarder, on commence. Récemment, des chercheurs en intelligence artificielle chez Microsoft, et Microsoft comme Google et comme d'autres, évidemment, s'intéressent à l'intelligence artificielle. Et Microsoft a établi des liens avec OpenAI, qui a créé ChatGPT. Et en jouant avec l'application de OpenAI, ils ont réalisé quelque chose qui les a un peu éberlués. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ChatGPT, ou à GPT en l'occurrence, ils lui ont posé un problème. Et il était curieux de savoir comment GPT allait pouvoir résoudre ce problème qui n'existe actuellement dans aucune base de données. Et on sait que l'intelligence artificielle
fait l'analyse de données existantes. Alors, ils ont posé ce petit problème où il y a 9 un livre, etc. Et on a demandé à GPT comment il pouvait empiler ces objets de manière stable. Et comme je disais, ils ont été très étonnés de la réponse de GPT qui se tient très bien. Autrement dit, ils se demandaient est-ce qu'il est possible que GPT soit capable d'analyse? Est-ce qu'il est capable de raisonner? Et la solution qu'a proposée GPT est très plausible, très logique, et ça a énormément, comme je le disais, surpris ces chercheurs chez Microsoft. Et par ailleurs, on sait que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, si on s'en remet à des tests de créativité qui existent déjà depuis belle lurette, en psychologie, on crée toutes sortes de tests pour évaluer l'intelligence, notamment dans ce cas-ci, pour la créativité, c'est le test de Torrance. Et ils ont réalisé que ChatGPT arrive à un percentile 99e percentile de créativité selon les tests existants. Donc, l'intelligence artificielle est capable de créativité dans une certaine mesure. Il y a deux grands phénomènes actuellement qui expliquent et qui ont amené l'émergence de l'intelligence artificielle. La première, c'est la production immesurable de données. On crée aujourd'hui des données à une vitesse exponentielle et la plupart de ces données-là ne sont pas structurées. Quand on dit non structurées, c'est-à-dire qu'elles ne reposent pas dans des tableurs, par exemple, ou des documents où les données sont structurées selon des colonnes, etc., comme on trouve dans les tableurs. La plupart des données proviennent d'Internet, des courriers électroniques, etc. Alors ça, c'est important parce que l'intelligence artificielle est une façon de donner un certain sens et d'analyser des données non structurées. Et actuellement 80% à peu près des données ne sont pas structurées. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les données qui existent actuellement ne sont pas toutes de la même qualité. Et le principal problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'essayer de composer avec des données qui sont de qualité très variée. Le deuxième phénomène qui explique l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est la capacité computationnelle des ordinateurs et des microprocesseurs aujourd'hui, qui évoluent à une vitesse absolument phénoménale, encore une fois. Et puis, on atteint aujourd'hui des niveaux de traitement de données à la seconde qui dépassent en quelque sorte notre entendement. Si vous me parlez de milliards de traitements d'opérations à la seconde, c'est quelque chose que l'esprit humain n'est pas capable d'une façon aussi spécifique. Alors, donc, tout ça fait en sorte qu'avec les ordinateurs qui ont tendance à se répandre partout, et à devenir mobile. On a aujourd'hui dans nos poches des ordinateurs extrêmement puissants qui dépassent la capacité computationnelle des super ordinateurs d'il n'y a pas si longtemps, quand les grands, les frameworks sont arrivés. Alors aujourd'hui, il faut essayer de garder à l'esprit que cette mobilité de l'ordinateur fait en sorte qu'on est passé de la rareté à l'ubiquité de l'ordinateur, on est passé de la fixité à la mobilité et on est passé de la complexité à la facilité d'utilisation de ces appareils. Alors, ces trois facteurs-là contribuent en quelque sorte à accélérer la propagation de l'information et le traitement de l'information par l'esprit humain. Et bien sûr, on sait aujourd'hui que on sait aujourd'hui que toute l'information se propage à une vitesse, quasiment en temps réel, à travers la planète. Et cette diffusion de l'information augmente en quelque sorte la capacité de l'intelligence collective humaine.
Bon, alors j'ai divisé la présentation en deux temps. Dans un premier temps, je crois nécessaire pour l'avenir, parce qu'on est dans l'éducation, donc il faut avoir un souci de préparer, pas seulement se préparer nous, se former nous, mais préparer nos élèves à pouvoir s'adapter au monde. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il est important comme éducateur qu'on ait une certaine compréhension de comment fonctionne l'intelligence artificielle, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses différences avec le cerveau humain. Et dans une deuxième partie, on s'arrêtera plus précisément à des considérations plus éducationnelles de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est dans un premier temps que l'intelligence artificielle? On va essayer de s'en tenir à des définitions les plus générales possibles. Il y a toutes sortes de définitions de l'intelligence artificielle qui ont émergé au fil du temps. On ne veut pas qu'elles soient trop spécifiques parce qu'on a affaire avec un phénomène qui est en évolution, en changement. Alors, gardons à l'esprit qu'on parle d'intelligence artificielle comme des techniques qui simulent en quelque sorte l'intelligence humaine. Alors, le mot simulation ici est important. On ne dit pas qu'il reproduit l'intelligence artificielle, mais qu'il essaie de se comparer à l'intelligence humaine. Bon, alors il y a les avantages et les inconvénients, bien sûr, de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine. Notamment, elle dispose d'une mémoire qui est sans borne, elle ne se fatigue pas, elle ne souffre pas de surcharge cognitive, elle peut être centrée sur une tâche et ainsi de suite. Par contre, elle a aussi des défauts et notamment un des principaux défauts et des faiblesses de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle repose sur des données passées et sur des données qui comportent des biais cognitifs, des biais qui naissent de notre production humaine. Alors, gardons à l'esprit que l'intelligence artificielle est d'abord plus artificielle qu'elle est intelligente, parce que l'intelligence humaine, elle est complexe, elle est situationnelle, elle est capable de symboles. L'être humain, il pense, il imagine, il invente, et ce n'est pas toujours des choses avec lesquelles l'intelligence artificielle est à l'aise, du moins pas pour le moment. Autre chose, c'est que l'être humain, il pense, il réfléchit. Alors, la machine, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle exécute. Elle exécute des algorithmes, elle prend des données, elle les met dans un processus. Et l'être humain, bien sûr, est bien plus que la somme de ces données ou des données de l'humanité. Bon, par ailleurs, il faut faire la distinction entre les données, l'analyse des données et le bon sens humain, qui est beaucoup à partir de nos connaissances antérieures et du contexte. Et par ailleurs, l'analyse qui se fait à partir de fonctions mathématiques et scientifiques fait en sorte qu'une corrélation n'est pas synonyme de causalité. C'est un principe bien connu en science, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est capable d'établir une corrélation dans des données qu'on a nécessairement une causalité de fait. L'évolution a profité à l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle. De plus en plus récemment, on parle d'apprentissage de machine, c'est-à-dire de conférer à l'ordinateur une habilité d'apprentissage au-delà de sa simple programmation, de ces algorithmes qui ont été prévus au début. Et par ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'apprentissage profond. Ça, c'est assez récent, de faire appel à des réseaux neuronaux pour traiter l'intelligence artificielle. Le réseau neuronal, il faut bien le comprendre aujourd'hui. Je l'expliquerai un peu plus tard. Alors, l'intelligence artificielle, elle progresse très rapidement en multipliant des erreurs. C'est le propre
des réseaux neuronaux que de faire des analyses et de faire ce qu'on appelle du backward propagation pour essayer de réfléchir à ces erreurs et de les corriger. Donc, l'ordinateur a une capacité d'apprentissage aujourd'hui. Et quand on sait qu'en éducation, on a tendance à pénaliser les erreurs, alors qu'en intelligence artificielle, on récompense les erreurs par un niveau de traitement des données, il y a une réflexion à faire sur notre façon de concevoir l'erreur en éducation. Bon. Il y a un peu de différence là, entre l'apprentissage machine et l'apprentissage profond. La principale distinction, c'est le fait que dans l'apprentissage machine, il y a une intervention humaine. C'est-à-dire l'humain est mis à profit pour essayer de définir des caractéristiques qui précèdent la classification des données. Alors que dans l'apprentissage profond, on élimine cette participation humaine-là, on passe uniquement à l'analyse des données. C'est un peu plus long, mais par contre, ça permet d'accélérer en quelque sorte le processus parce qu'on n'a pas besoin de faire appel à une intervention humaine. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine ne repose pas uniquement sur des réseaux neuronaux. Parfois, on fait appel uniquement à des arbres de pensée, des processus algorithmiques pour faire avancer la machine. Donc, on part toujours d'un intrant vers un extrant à travers un processus quelconque. Je ne veux pas trop insister sur la classification des divers modes d'apprentissage d'intelligence artificielle. La principale chose que je veux qu'on retienne, c'est qu'actuellement, quasiment tous les types d'intelligence artificielle reposent sur des probabilités. Ce sont des traitements statistiques de données qui reposent sur des probabilités et non pas sur des certitudes. Il y a toujours un degré, en quelque sorte, d'évaluation probabilistique de l'ensemble des données qu'on met dans la machine. Alors ça, c'est important parce qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours une marge d'erreur que la machine doit traiter dans son processus. Parce que la machine, elle ne comprend rien. Elle ne fait que traiter des données et assigner des valeurs mathématiques aux données qu'elle analyse. Bon, alors il y a forcément donc des différences entre un réseau neuronal et un réseau cervical, notre propre cerveau. Et parmi les grandes différences, c'est que le cerveau humain fonctionne par inférence et entraînement. Notre cerveau humain, il fonctionne en parallèle, alors que un réseau neuronal, il fonctionne de manière linéaire. Le cerveau humain est capable de faire plusieurs opérations en même temps à cause de sa structure réticulaire, c'est-à-dire par division et branchement qui ressemble à un réseau, qui n'est pas linéaire, mais qui est meshed, en quelque sorte, qui est entremêlé et qui permet des traitements dans toutes les directions en même temps. L'autre grande différence, bien sûr, c'est que notre cerveau humain, qui est un organe absolument fantastique, fonctionne avec très peu d'énergie, seulement 20 watts, alors qu'il faut des milliards de watts pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème parce que le traitement de l'intelligence artificielle demande beaucoup d'énergie, ça coûte cher. Il faut refroidir les centres de données, les ordinateurs qui traitent l'intelligence. Ça commence à devenir une question d'éthique et d'environnement dans l'avancement de l'intelligence artificielle. L'autre chose, c'est que le cerveau humain, il est capable de canaliser notre énergie en fonction de ses besoins. Il n'est pas obligé d'utiliser toutes ses capacités neuronales pour arriver à un résultat. Selon qu'il regarde une image, selon qu'il entend des paroles, selon qu'il réfléchit, il fait appel à diverses parties du cerveau et donc ça sauvegarde en quelque sorte, ça économise l'énergie en fonction des besoins de l'usage. Bon, on n'a pas besoin nécessairement d'insister trop longtemps
sur les caractéristiques de l'intelligence humaine, qui repose beaucoup sur la métacognition, la méta-analyse, l'analyse des sentiments, il y a une intelligence méta-affective, etc. Alors, l'intelligence humaine, elle repose sur un bagage de connaissances antérieures en contexte et collectif, qui lui permet de donner un sens aux choses. Par ailleurs, puisque bientôt on va parler de l'intelligence artificielle en éducation, il faut reconnaître que le cerveau humain n'a pas été conçu dans son environnement, avec l'évolution, pour l'école. L'école est venue très tard dans le processus évolutif de l'être humain, et le cerveau n'a pas été fait pour l'école. Il a été fait pour pouvoir s'adapter à la société. Et donc, au regard de l'école, qui est une invention de l'homme, qui est artificielle d'une certaine manière, le cerveau humain présente certaines lacunes qu'il faut reconnaître si on veut progresser dans notre évolution de l'éducation et des sciences de l'éducation. Alors, essayons de comprendre comment fonctionne un réseau neuronal, parce que toute la suite des choses repose un peu sur ça. Alors, pour commencer, on donne à la machine un tas de données. Et dans ce cas-ci, si on lui demande d'identifier une image que nous, on va peut-être reconnaître, que certains d'entre nous allons reconnaître d'emblée, la première chose qu'il fait, parce qu'il ne sait même pas que c'est une image, en fait, alors, la première chose à faire, c'est, dans une première étape, on va analyser l'image en fonction des pixels. Alors, on va regarder chacun des pixels de cette image-là, et à chaque pixel, on va donner une valeur en fonction de sa tonalité, le ton de gris, pâle, foncé, etc. Ensuite, on continue dans notre processus avec des couches de traitement. Et dans un deuxième temps, on va essayer de retrouver des corrélations, des regroupements entre les tonalités des pixels. Et on va commencer à établir des lignes, essayer de trouver des bordures. Dans un deuxième temps, on va essayer d'identifier des combinaisons de bordures. Dans un troisième temps, on va essayer d'identifier les traits. Et petit à petit comme ça, en répétant le processus des millions de fois à la seconde, on finit par préciser petit à petit, en corrigeant les erreurs, là où on veut aboutir par rapport à l'image. Ensuite, une fois que ce processus-là est avancé, on passe à la dernière étape qui est d'essayer d'identifier en fonction de notre vaste base d'images qu'on a cumulée depuis le temps, qu'est-ce qui pourrait être comparable à tous ces traits qu'on a identifiés jusque-là. Et on arrive à une couche d'extrants et éventuellement, on arrive à identifier la personne qui, dans ce cas-ci, est George Washington. Bon, alors dans tout ce traitement-là, il y a deux choses qui est important de retenir pour le fonctionnement d'un réseau neuronal. La première, c'est que chacune des lignes de ce réseau-là est une fonction poids. C'est une fonction mathématique, une formule en quelque sorte, qui permet de traiter la couche précédente et de la traiter en fonction d'un biais, ce qu'on appelle un biais statistique, qui donne une flexibilité au modèle. Alors, le biais statistique, tout ce qu'il fait, c'est qu'il part d'une valeur définie et qu'il la compare à une valeur donnée en fonction de la couche d'intrants. Et c'est là que c'est absolument phénoménal, c'est que le rapport entre le biais et la fonction de poids permet d'ajuster rétroactivement la fonction poids. Donc, on se trouve à corriger et à améliorer et à préciser la fonction mathématique qui s'ajuste au fur et à mesure du traitement. Alors, vous comprenez à quel point ça peut devenir puissant
dans l'analyse des données que de corriger ces erreurs et de progresser à la lumière de ces erreurs-là. Alors, on continue. Alors, j'ai une illustration ici, voir comment ça fonctionne en réalité, enfin, pour illustrer un réseau neuronal, pour identifier des chiffres à partir d'un intrant, d'un texte, par exemple. On le met dans un réseau neuronal et le réseau neuronal va aller pixel par pixel pour essayer de déterminer quel est le chiffre qui est, donné au départ. Bon, on va parler de ChatGPT bientôt et la plupart des outils dont on parle énormément actuellement et que vous êtes appelés à utiliser, que vos élèves sans doute utilisent déjà, c'est ce qu'on appelle des larges modèles de langue. ChatGPT, OpenAI, que ce soit là, les grands de l'industrie sont en train d'essayer d'établir leur domination sur l'intelligence artificielle à partir des larges modèles de langue, que ce soit OpenAI, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit Microsoft ou que ce soit Claude, qui est un nouveau venu dans le portrait. Chacun utilise des stratégies un peu différentes, mais tout ça va se bousculer et gardons à l'esprit qu'on est au balbutiement de l'utilisation des larges modèles de langue et qu'on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs par rapport à l'évolution de ces traitements-là. Et ce traitement-là, il coûte excessivement cher. On évalue qu'actuellement, ChatGPT, ça lui coûte 700 000 $ par jour pour faire fonctionner ses serveurs. Alors, c'est énorme. Il n'y a pas une commission scolaire, il n'y a pas un système d'éducation qui est capable de se doter d'outils comme ça et d'entraîner des outils à la lumière de ce que ça coûte. Et bien sûr, ça génère, tous les serveurs génèrent beaucoup de CO2. Ça peut être assez néfaste pour l'environnement. Là aussi, il y a une question d'éthique et on se questionne beaucoup sur l'énergie requise et sur l'eau requise pour refroidir les serveurs. Bon, alors, la puissance des larges modèles de langue qui reposent sur une forme de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui génère quelque chose, on va préciser ça un peu plus tard, c'est qu'actuellement, on a toutes sortes de services qui commencent à poindre, notamment du texte à texte, du texte à image, texte à vidéo, texte à audio, texte à 3D, etc. C'est inouï tout ce qu'on peut produire en utilisant des données, en utilisant ces algorithmes et ces réseaux neuronaux-là. Et pour chacune de ces fonctions-là, il y a une tapée de ressources qui commence à émerger en ligne, qu'on peut utiliser, avec lesquelles on peut expérimenter pour générer du texte, de l'image, des 3D, des vidéos, de la musique, etc. Bon, alors, arrêtons-nous un instant à ChatGPT et à toutes les formules de GPT. Qu'est-ce que c'est? Alors, ChatGPT et GPT, c'est pour Generative, autrement dit, ça repose sur l'intelligence artificielle générative. Le P, c'est pour Pre-train, c'est-à-dire que toutes les données, toute la force des réseaux neuronaux est déjà entraînée quand vous l'utilisez. Donc, il y a un long processus de pré-entraînement qui fait que l'outil est utile et qu'il est utilisable en temps réel. Et le T, c'est pour Transformer Model. Et dans un moment, je vais vous donner une vidéo là, qui explique qu'est-ce que c'est qu'un Transformer Model, essayer de comprendre ce que c'est. Le Transformer Model, c'est une forme d'intelligence artificielle qui repose sur l'analyse des mots, des phrases, du texte qui précède pour essayer d'anticiper ce qui va venir. Alors, tout ça repose sur des données déjà qui sont colligées sur le web, qu'on a minées, qu'on est allé engranger, qu'on a colligé à partir de ce qui existe déjà sur le web. Alors, voici une vidéo qui essaie d'expliquer en quelque sorte comment ça fonctionne un modèle Transformer, où on a une phrase et puis là,
petit à petit, chaque fois qu'on ajoute quelques mots ou un mot, on retourne en arrière et on essaie d'anticiper qu'est-ce qui pourrait suivre, qu'est-ce qui pourrait venir, qu'est-ce qui pourrait être la suite de la phrase et donner un sens. Tout ça ne serait pas possible si on n'avait pas des ordinateurs extrêmement puissants qui permettent de traiter la requête en millisecondes, en quelque sorte. L'autre chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'effet qu'en intelligence artificielle, on fonctionne sur des probabilités statistiques. Autrement dit, quand vous voyez une phrase comme ça à l'écran, le cerveau l'interprète à partir de symboles, de notre connaissance du langage. Chacun de ces mots-là n'a aucun sens pour ChatGPT. Ce n'est qu'une valeur statistique. On pourrait remplacer chacun des mots qui est là par une donnée numérique et c'est en quelque sorte ce qui donne une séquence logique au texte. Donc, il y a une différence entre les larges modèles de langue et nos modèles de connaissances humains. Ce n'est pas la même chose. Un modèle de langue, ça repose sur des statistiques. Nos modèles de connaissances, nous, reposent sur l'expérience et sur des symboles, sur l'analyse et la compréhension du langage humain. Alors, si on va donner un exemple pour ceux qui n'ont jamais expérimenté avec ChatGPT, voici un exemple de comment ChatGPT fonctionne. Alors, j'ai pris comme exemple de demander à ChatGPT de préparer le plan d'un essai sur l'importance de préserver le français dans le système éducatif de l'Ontario. C'est un défi en Ontario. Alors, voici le plan de rédaction que propose ChatGPT. Et si vous pouvez le lire, vous allez voir que c'est assez, pour l'avoir révisé, c'est vraiment impressionnant comme contenu du plan d'un essai. Tout ce qui est proposé, ça se tient très bien pour défendre un essai sur la défense du français dans le système Ontario. Là, ça c'est avec Chat 3.5, qui est la version gratuite de ChatGPT. Ça va très rapidement. Il a produit un plan en 9 secondes, 26 lignes en 9 secondes. Je vais recommencer l'exercice avec ChatGPT 4, qui est la version payante. Et vous allez voir que c'est un peu plus lent, mais plus élaboré. Pourquoi c'est plus lent? C'est parce que les algorithmes sont plus complexes, donc ça prend plus de temps pour traiter les données. Mais par contre, il arrive à un résultat qui est légèrement différent, pas tant que ça. Il propose 2 lignes de plus seulement, mais il a pris beaucoup plus de temps pour le faire. Bon, disons-le tout de suite, rien ne doit être demandé à ChatGPT sans une révision, sans une analyse de notre propre compréhension des choses. Rappelons-nous que c'est un traitement machine, il va commettre des erreurs à l'occasion, il faut toujours, mais absolument toujours, réviser le contenu de ce que nous propose ChatGPT. Comme il le fait très rapidement, il y a un gain de temps, dans le sens qu'on n'est pas obligé de tout prévoir, mais ensuite, ça nous donne le temps de parfaire, d'améliorer, de corriger les propositions que nous fait l'intelligence artificielle. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de pré-entraînement. Voici un exemple de comment fonctionne un pré-entraînement qui précède en quelque sorte l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un exemple qui est tiré du New York Times qui a installé sur un ordinateur portable. Et ça, rappelez-vous qu'aujourd'hui, les larges modèles de langue, ils sont gratuits, ils sont en source libre. On peut les télécharger, on peut les installer sur son propre ordinateur. Alors, le New York Times a fait l'essai et il a installé sur un portable un large modèle de langue et il lui a demandé de l'entraîner à partir du chargement de toute l'œuvre de Jane Austen, qui est un auteur anglais bien connu.
Et on lui a demandé à l'ordinateur de compléter la phrase. Si je te donne comme prompt, comme requête, You must decide for yourself, said Elizabeth. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait suivre cette requête-là à la lumière de l'œuvre de Jane Austen? Alors, on va enclencher le processus de pré-entraînement. Alors, premier test, ce n'est que du charabia. Il n'a pas encore eu l'occasion de l'entraîner. Lui, il donne n'importe quoi. Il donne des lettres, il donne des symboles, il donne n'importe quoi. Et il produit ceci. Alors, on continue l'entraînement. Après 250 boucles de cette intelligence artificielle-là, il a éliminé les symboles qui étaient, comment dire, illogiques, inexistants dans l'œuvre initiale. Il n'y a pas d'astérix, il n'y a pas de très peu de choses dans l'œuvre de Jane Austen qui sont des symboles, à part la ponctuation. Il a éliminé tout le reste et il arrive à reconnaître des lettres en anglais après 250 boucles. Et là, ça a pris 30 secondes. On continue le pré-entraînement. Après 1 minute, il commence à reconnaître des mots. Après 5000 boucles et après 10 minutes, il commence à reconnaître des mots un peu plus longs, un peu plus complexes. Et après 30 000 boucles, après 1 heure, il commence à produire des phrases. Alors, la réponse n'est pas encore acceptable, dans le sens que ça ne fait pas sens nécessairement avec la requête initiale. Mais si on devait poursuivre pendant 24 heures, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, sans doute qu'on arriverait à quelque chose de plus pondéré, de plus logique et de plus signifiant par rapport à l'œuvre de Jane Austen. Alors voilà comment ça fonctionne le pré-entraînement, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, rappelons-le, et qui n'est pas donné à tout le monde. Bon, on a parlé tout à l'heure des problèmes liés à l'intelligence artificielle qui reposent sur des biais qui sont de plusieurs genres, notamment, on verra les biais dans un instant, mais il y a des erreurs de probabilité. La probabilité, il y a toujours un degré d'erreur possible. Alors, dans ce cas-ci, on a une erreur de contexte. Si on lui présente une image quelconque avec un animal qui a des rayures, qui est orange, l'intelligence artificielle va dire, mais c'est un tigre, alors que ce n'est pas. Une autre erreur, c'est une erreur de probabilité encore, où on lui présente une image, et puis là, selon lui, c'est la même vache, mais qui mesure beaucoup plus long qu'une vache mesure en réalité. Il y a des biais de race. Ici, on a un exemple récent d'une étudiante du MIT qui a demandé à ressources de l'intelligence artificielle d'améliorer son image LinkedIn. Elle voulait que son image LinkedIn soit plus professionnelle. Alors, l'outil a mis tout ça dans sa machine et est arrivé à un résultat qui l'a beaucoup surpris. Autrement dit, pour elle ait l'air plus professionnelle, il lui a mis des yeux bleus et il lui a donné une apparence un peu plus eurasienne, un peu plus blanche. Alors qu'au départ, on voit très bien qu'elle est asiatique. Alors là, il y a des questions d'éthique, bien sûr, qui sont liées à la question des biais. On a un biais de race et on a aussi des biais de genre. Alors, une autre erreur ici, ou une expérience qui a été faite à partir de Stable Diffusion, un biais de genre, on a demandé, par exemple, de générer des images qui n'existent pas, des personnes qui n'existent pas, donc de générer des personnes imaginaires à partir d'une qualité et d'un groupe qui est des Chief Executive Officers, des dirigeants d'entreprise, et généralement des images de dirigeants d'entreprise qui ont l'air déterminés, qui sont résolus. Alors, le premier constat, quasiment tous des hommes, une seule femme, et ils portent tous le complet, bien sûr, c'est un peu normal. Si on change la qualité, et là, ça devient vraiment surprenant, si on change la qualité quand il demande qu'ils aient l'air plaisants plutôt que résolus, moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est qu'on a éliminé la femme, ce qui est incroyable quand on y pense, et dans l'image précédente, la femme était la seule qui souriait.
Alors que maintenant, tous les autres sourient, mais on a éliminé la femme parce qu'une femme qui sourit, ça ne peut pas être une dirigeante d'entreprise qui est sérieuse, selon l'analyse de ce système-là. Alors, comme vous voyez, c'est très dubitatif, c'est très critiquable comme outil de diffusion. Des erreurs, ici je vais vous présenter une erreur de bon sens. Nous, on verrait l'être humain à l'analyse du problème, on déterminerait tout de suite que s'il faut 30 minutes pour faire sécher 5 chemises, combien de temps, s'il faut 5 heures, pardon, faire sécher 5 chemises, combien de temps faut-il pour en faire sécher 30? Évidemment, c'est 5 heures, mais évidemment, comment dire, ChatGPT n'a pas cette logique-là. Il va faire une simple adéquation, un simple calcul mathématique pour arriver à multiplier 5 fois 6 et il va arriver à 30 heures pour faire sécher 30 chemises. Là encore, on a une erreur d'analyse. On arrive aujourd'hui à un traitement de l'image qui est absolument fantastique avec les réseaux neuronaux. Il y a des outils, par exemple, qui permettent de traiter, de générer, d'améliorer ou de truquer des images de toutes sortes de façons. Alors là, c'est le genre de choses, en quelque sorte, auxquelles il faut sensibiliser les élèves pour qu'ils cessent de croire qu'une image est la réalité de ce qu'on leur présente. C'est trop facile aujourd'hui de truquer des images et de modifier des images, ce qu'on appelle en quelque sorte des deepfakes. Mais le deepfake, en quelque sorte, ça peut avoir une valeur pédagogique quand on y pense. Il suffit, par exemple, de 3 images pour animer la personne et lui faire faire en quelque sorte ce qu'on veut à ces images-là. Et la même chose pourrait être faite de façon plus pédagogique. On peut prendre des personnages célèbres et les animer. Et c'est quelque chose qu'un outil pédagogique, par exemple, pourrait exploiter pour susciter la motivation, capter l'intérêt des élèves dans un cours. Bon, passons maintenant à la partie plus éducative de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut que l'éducation, en quelque sorte, apprenne à exploiter, qu'il apprenne à connaître les limites de l'intelligence artificielle, pas seulement pour l'enseignant, mais surtout pour l'apprenant. Il faut sensibiliser les élèves à cette nouvelle technologie qui est en train de poindre et qui ne va faire que croître, bien sûr. Alors, dans un premier temps, rappelons-nous, revenons au fondement de l'apprentissage et on sait que dans un premier temps, l'intelligence, avant l'apparition de l'ordinateur, l'apprentissage avait deux grandes sources, deux grands domaines. D'abord, la cognition, le cerveau, qui est l'outil d'apprentissage, et le fait, on reconnaît qu'il y a tout un domaine de l'apprentissage qui est social. On ne vit pas dans une bulle à part, isolée dans le désert. On est en relation avec les autres, et donc une grande partie de l'apprentissage qui est social. L'ordinateur a amené une troisième sphère à ces dimensions de l'apprentissage, et c'est la théorie de George Siemens et de Stephen Downes, le fait que l'apprentissage est aujourd'hui distribué, ce qu'on appelle l'apprentissage connectiviste. L'apprentissage est distribué, il est distribué dans les réseaux, et notre accès à ces réseaux-là fait en sorte que il y a une dimension de l'apprentissage qui est la capacité, la compétence à pouvoir naviguer dans les réseaux, pas seulement pour accéder à la connaissance, mais pour construire et partager la connaissance. Donc, il y a une dimension, en quelque sorte, collective, intelligente, intelligence collective qui est en temps réel de l'apprentissage qui n'existait pas avant l'apparition d'Internet et de l'ordinateur. On peut ajouter une quatrième dimension toujours plus grande en étendue
à ce modèle-là, qui est l'apprentissage machine, l'apprentissage sur les serveurs, l'apprentissage à distance en quelque sorte, où nos données sont traitées à distance sur des serveurs avec des algorithmes, avec des réseaux neuronaux pour donner un certain sens et une rétroaction à l'apprenant, aux gens, sur nos données individuelles et nos données collectives. Alors, là, c'est assez nouveau, en quelque sorte, cette dimension de l'apprentissage. Ça soulève des questions éthiques parce que l'utilisation de nos connaissances sur ce serveur-là, il peut être fait à bon escient comme à mauvais escient. Alors, c'est tout le dilemme éthique actuellement de la moralité du traitement des données qui est un nouveau problème pour l'humanité, en quelque sorte, et qu'il faut traiter parce qu'il y a, d'une certaine manière, on parlait de métacognition tout à l'heure, mais de plus en plus, il y a dans l'apprentissage une métacognition des réseaux. Il faut que les personnes comprennent ce qui se passe de leurs données dans ce traitement informatique et en réseau de tout ce que le réseau génère. Bon, avant de parler de ChatGPT et des larges modèles de langue, essayons de voir les grands usages de l'IA en éducation. Alors, dans un premier temps, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la description, essayer de comprendre ce qui se produit. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a compris ça, on peut essayer de comprendre pourquoi les choses se produisent. On fait de l'analyse diagnostique. Après ça, on peut procéder à essayer de prédire ce qui va se passer à l'analyse des données antérieures. Et dans un dernier temps, on peut essayer de faire de l'analyse prescriptive, d'essayer de proposer des actions pour essayer de remédier à telle ou telle lacune. Donc, on peut faire de l'analyse rétrospective, on peut faire de l'analyse prospective, mais c'est le genre de choses que l'enseignant fait instinctivement, qu'on fait dans notre profession, en temps réel souvent, et à l'analyse des productions des élèves. Et on fait ça instinctivement, mais la machine est capable de le faire aussi. Alors, le défi, c'est d'essayer de voir comment la machine peut être mise à contribution pour faciliter ou pour augmenter, d'une certaine manière, le traitement que l'enseignant ou que l'étudiant fait instinctivement. Bon, il y a, d'une part, il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas de séparer, l'enseignant du processus. Il y a une association, il y a une collaboration qui doit être faite entre l'enseignant, entre les humains et la machine. On ne veut pas remplacer l'humain par des machines, on veut aider l'humain dans ses processus analytiques. Bon, il y a plusieurs façons actuellement d'utiliser l'IA en éducation. Pendant longtemps et avant l'apparition de ChatGPT, on faisait de l'analyse de l'apprentissage, on faisait de l'analyse prédictive, on veut toujours faire de l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire de proposer des activités aux élèves en fonction d'où ils sont rendus, en fonction de leurs caractéristiques personnelles, et on peut faire du soutien à l'apprentissage. Mais en y réfléchissant, il y a il y a énormément d'autres usages qui peuvent être faits de l'intelligence artificielle en éducation, sur le plan de l'inclusion scolaire, par exemple, l'accompagnement des élèves, l'automatisation de l'évaluation. Et ça, l'automatisation de l'évaluation, c'est un grand débat en éducation. Vous savez tous l'importance qu'on accorde à l'évaluation en éducation. Et il y a, dans les ministères, en tout cas au ministère de l'Éducation où j'ai travaillé, il y avait des débats épiques à savoir s'il fallait permettre l'automatisation, s'il fallait encourager l'automatisation de l'évaluation à la lumière d'une analyse
algorithmique. Il y a toute une réflexion à faire à ce sujet-là, bien sûr. Et tout ça, de plus en plus, tend évidemment vers ce qu'on souhaite, c'est-à-dire pouvoir personnaliser l'éducation. Et évidemment, les fournisseurs de ceux qui offrent des services en éducation sont rendus assez loin dans l'analyse des données sur une base, dans une volonté ou dans un objectif de personnalisation. Il y a Dreambox, par exemple, que pour donner cet exemple-là, qui offre des services aux élèves en mathématiques et qui, dans l'analyse des données de l'élève, compile jusqu'à 48 000 points de données de l'élève dans son analyse de la production des élèves. Alors, il n'y a pas un enseignant qui est capable, par exemple, de prendre en considération autant de points d'analyse quand il évalue la performance d'un élève. Et l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être une façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre l'énorme problème qui sévit en éducation, à savoir les différences entre les garçons et les filles. Il y a peut-être quelque chose là, et je dis peut-être, il y a une possibilité de faire avancer l'éducation sur ce plan-là. Bon, moi j'aime bien évoquer, je crois que c'est important de garder à l'esprit sur le plan de la personnalisation toujours, le problème de Bloom. On connaît bien Bloom pour cette taxonomie. Très peu de gens connaissent le problème sigma 2 de Bloom, où Bloom a analysé des résultats scolaires pour essayer de faire progresser les méthodes. Alors, quand il a analysé les résultats des élèves, il est arrivé à la conclusion qu'il y a un grand écart entre ceux qui échouent et les plus forts, la fameuse cloche traditionnelle qu'on connaît en éducation. Et par ailleurs, il y a il s'est intéressé à une autre méthode qui est l'apprentissage par la maîtrise. Et il a constaté que l'écart est réduit entre les plus forts et les plus faibles quand on recourt à cette méthode-là qui est une sorte de différenciation de l'enseignement. L'apprentissage de la maîtrise, c'est de s'assurer que tous les élèves aient maîtrisé une fonction, un concept, avant de passer à une prochaine étape, à une autre fonction. Alors déjà, on vient d'éliminer tous ceux qui ne comprenaient pas, on s'assure qu'ils aient compris et on progresse comme ça en fonction du groupe. Mais ce qui a vraiment fasciné Bloom, c'est qu'il a constaté que si on assigne un accompagnement individuel, un tuteur à chaque élève, on vient de faire en sorte que quasiment tout le monde réussit. Donc, on a énormément réduit l'écart entre les plus faibles et les plus forts. Et on s'assure que l'éducation réussisse davantage. Mais Bloom appelait ça son problème sigma 2 parce qu'à l'époque, il a constaté que c'était utopique de penser qu'on pouvait assigner un tuteur à chaque élève. D'abord, on n'avait pas les ressources humaines et on n'a pas les ressources financières pour le faire à l'époque. Et peut-être aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'analyse des données des élèves, on peut tendre vers ça, on n'y est pas encore, et sans nécessairement, parce que ça reste une théorie, peut-être que ça ne fonctionne pas parce que si on laisse les élèves à eux-mêmes, peut-être que la solution repose dans l'accompagnement à distance ou secondaire pour accompagner l'élève dans ce recours à un tuteur d'intelligence artificielle. ChatGPT vient changer la donne, nécessairement. Il y a des chercheurs qui s'intéressent beaucoup à l'impact des technologies sur les professions. Ils ont développé des formules, ils ont fait des bases de données en fonction des professions. Sur celle-ci, celle que je montre à l'écran, on a évalué 774 professions actuellement et à partir des données statistiques et des connaissances de l'avancement des technologies,
on arrivait en 2021 à établir une échelle. Je vous présente les 20 premières professions qui sont plus à risque d'être impactées par l'intelligence artificielle. ChatGPT a complètement modifié la donne. Ils ont été obligés de réviser leurs algorithmes et on constate qu'aujourd'hui, parmi les 20 premières professions les plus sujettes à être impactées par l'intelligence artificielle, quasiment toutes les professions enseignantes s'y trouvent. Bon, là, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas de remplacer les enseignants, il s'agit d'impacter uniquement les enseignants et de les aider dans leur travail. Alors, dans quelle mesure est-ce que ChatGPT ou est-ce que l'intelligence artificielle peut automatiser les tâches des enseignants? Là encore, Goldman Sachs a produit un rapport dernièrement, on a évalué plusieurs professions et sur le plan de l'enseignement, on arrive à 27% selon eux des tâches d'un enseignant qui peuvent être automatisées. Bon, là, je fais une parenthèse ou un aparté parce que j'ai enseigné assez longtemps pour savoir qu'il y a des tâches dans l'enseignement qui sont fastidieuses, qui viennent en quelque sorte, comment dire, grever l'enseignant dans sa profession, qui rend la profession enseignante difficile, comment dire, peu amusante, peu agréable. Et si on peut réduire ces tâches-là pour les rendre plus faciles à traiter, on peut peut-être libérer l'enseignant pour qu'il puisse passer à d'autres tâches qui sont plus stimulantes pour lui, qui sont plus propres, qui ressemblent davantage, qui sont plus près de la relation maître-élève et qui donnent plus de sens à la profession enseignante et aussi à la responsabilité de l'apprenant dans l'apprentissage où l'apprenant a besoin du rapport humain, il a besoin d'être validé dans ce qu'il fait et souvent la machine ne peut pas faire ça aussi bien que l'enseignant ou le faire autrement. Mais la participation de l'enseignant est particulièrement appréciée généralement par les élèves. Bon, il y a des modèles qui existent, comme on a fait toujours une espèce de progression dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre enseignement. On peut commencer par des usages plus simples et procéder graduellement dans notre apprentissage, dans notre facilitation, dans notre adaptation de l'intelligence artificielle vers des tâches plus complexes. Alors, Margarida Romero, qui est bien connue dans le milieu de l'éducation, elle a proposé ce modèle-là avec des exemples et avec des interactions humain-machine qui permettent de se faire une tête par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cela dit, il existe des outils actuellement qui permettent de faciliter la tâche de l'enseignant. Je n'en présente pas beaucoup ici, mais celle-ci, Pictory, ça peut être assez intelligent. C'est du texte à vidéo. Alors, si vous avez une explication d'une leçon ou quelque chose, je pense à ceux qui font de la classe inversée, ceux qui font de la formation à distance, où c'est facile de générer une vidéo à partir d'un texte et de rejoindre des élèves qui ont besoin d'une visualisation pour bien comprendre quelque chose et qui aiment pouvoir retourner faire jouer la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Il y a des outils pour venir aux enseignants qui sont très utiles, notamment faire de la recherche. Et quand on parlait tout à l'heure que l'intelligence artificielle repose sur des données qui sont de moins bonne qualité, mais il existe de l'intelligence artificielle qui repose sur des données scientifiques. Alors là encore, ça peut être très utile. Il existe plusieurs actuellement que vous pouvez utiliser et qui sont mis à votre disposition gratuitement pour parfaire vos connaissances et aller vite.
Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever le son sur cette vidéo. Et il y a des outils actuellement qui sont intégrés à Google et Microsoft, par exemple, qu'ils vont intégrer à leur suite de bureautique. Alors, ceux qui utilisent Google Docs, ceux qui utilisent la suite Microsoft, vous n'avez pas fini d'en voir à quel point Microsoft et Google vont intégrer tout ça dans ces bases d'outils. Alors, comment peut-on utiliser ChatGPT dans la classe? Alors, vous avez des exemples à gauche. Évidemment, vous pouvez poser la question à ChatGPT et il va vous donner d'excellents exemples de la façon d'utiliser ChatGPT dans la classe. Je ne veux pas en faire la lecture, vous n'avez qu'à explorer par vous-même. Vos conseillers pédagogiques vont pouvoir vous donner des exemples. Entre vous, vous pouvez créer des communautés de pratique pour apprendre à utiliser ces outils-là. Mais il y a une tapée de ressources en ligne, on en voit de plus en plus apparaître pour aider les enseignants dans l'utilisation de ChatGPT dans la classe. L'autre chose qui est importante de souligner peut-être, c'est de voir dans quelle mesure ces outils-là peuvent contribuer à la réussite scolaire. Enfin, on connaît bien les travaux de John Hattie, notamment dans Visible Learning, où il a essayé d'établir des facteurs de corrélation entre des stratégies pédagogiques et leur taux de réussite par rapport à l'apprentissage. Et il y a plusieurs de ces facteurs-là qui sont significatifs sur le plan de la recherche et qui peuvent être mis à profit à l'aide de l'intelligence artificielle. L'autre chose, c'est qu'on sait que l'intelligence artificielle fait des progrès énormes. ChatGPT fait des progrès énormes et de plus en plus, on constate que quand on soumet les tests actuels de passage des examens à ChatGPT, il réussit très bien, il est capable de faire et de rédiger ou de passer des tests de façon très, très, très adéquate et très probante par rapport à ce que l'éducation demandait auparavant. Alors, il faut en quelque sorte repenser notre évaluation et la façon dont on utilise l'intelligence artificielle ou comment on utilise l'évaluation et les tests. On a fait beaucoup de sondages depuis l'avènement de ChatGPT et ce qu'on constate actuellement, c'est que les enseignants sont plus ouverts à ChatGPT que ne sont les élèves. Les élèves ont une certaine réticence par rapport à ChatGPT. Bon, là, évidemment, tout le monde a en tête les problèmes de triche par rapport à l'usage de ChatGPT. C'est comme dans toute chose, ce sont les mauvais élèves qui vont les utiliser. Et peu importe les outils que vous allez mettre en place pour essayer d'empêcher la triche, ceux qui veulent tricher vont toujours trouver des façons d'arriver à leur but. Mais les bons élèves, en général, c'est faire ceux-là qu'il faut en quelque sorte miser, sur ceux-là qu'il faut miser, et il faut motiver les autres et peut-être même utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour les aider dans leurs apprentissages, de façon à ce qu'il n'ait pas temps à recourir à la triche pour arriver à leur fin. Et dernière chose, les parents ne sont pas bêtes, ils voient très bien l'évolution des choses et à quel point ChatGPT devient nécessaire en quelque sorte, ou l'intelligence artificielle devient nécessaire pour la suite des choses. Bon, ce n'est pas une vidéo que je vous fais jouer, mais si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur ChatGPT, il y a cette vidéo qui dure 30 minutes et qui présente 32 conseils pour bien utiliser ChatGPT. Je vous le recommande, vous pourrez le voir. Ça va vous donner un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Il y a une petite ressource ici que je trouve intéressante, qui est un site web, une ressource web qui permet de générer des livres avec des images à partir d'une requête. Alors, j'ai fait l'exemple, j'ai demandé à cette ressource-là de m'écrire un récit à partir de la requête. Une petite fille de 6 ans a peur d'aller à l'école. Alors là, elle me produit un livre et l'histoire se tient du début à la fin. C'est une très belle histoire qui, pour un enfant, se lit très bien avec de belles illustrations et qui est sans faute.
Donc, il a rédigé une très, très belle histoire. Je ne sais pas si vous faites attention, là, mais le problème, c'est que si l'histoire est très belle, les images, quoiqu'elles sont très belles, ne suivent pas le texte. Chaque image change de caractère. Le personnage change à chaque page, ce qui est un peu illogique, mais évidemment, ces outils-là vont s'améliorer et vont changer au fil du temps. Bon, évidemment, on s'intéresse beaucoup à la question de l'éthique en intelligence artificielle. Il y a une tapée de problèmes par rapport à l'éthique. La plupart des sites actuellement qui utilisent les données sont soumis à des poursuites judiciaires parce qu'ils utilisent les données sans consentement. Alors, il y a les droits d'auteur, la vie privée, etc. On n'est pas fini d'en voir. Il y a un problème de ce côté-là. Il y a évidemment des problèmes sur le plan de l'humanité. Récemment, des chercheurs ont signé une pétition, un rapport pour essayer de sensibiliser les gouvernements aux risques pour l'humanité de l'usage de l'intelligence artificielle. C'est énorme. Plusieurs s'inquiètent de l'extinction de l'humanité si on fait un mauvais usage de l'intelligence artificielle. On sait que les gouvernements ont intérêt à l'utiliser. Les armées, les militaires ont intérêt à l'utiliser. On l'utilise actuellement dans la guerre en Ukraine. Tout ça va progresser. Alors, il faut commencer à s'intéresser à ces problèmes-là dès maintenant. Ce qui m'amène à la problématique des données qu'on génère dans les médias sociaux et en éducation par rapport à l'informatique. Et les gens ne sont pas conscients que tout ce qu'ils partagent actuellement, volontairement, sur les médias sociaux, c'est bien, enfin, ils pensent que c'est bien, qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y a un deuxième niveau qu'ils ne réalisent pas, c'est que tous ces sites-là utilisent des algorithmes et des intelligences artificielles pour pousser l'analyse des données à un deuxième et un troisième niveau, qui est au-delà de ce que la personne initialement avait compris du traitement des données. Alors, on sait très bien qu'en éducation, les élèves génèrent des données numériques. Je vous pose la question à savoir, est-ce qu'on est conscient aujourd'hui de comment toutes les données que les élèves de 6 ans, 7 ans et 8 ans, ce qu'ils produisent, ce qu'ils partagent en ligne, comment ce sera utilisé éventuellement quand ils auront 25 ans, 40 ans, 60 ans, 75 ans, personne ne le sait. Et c'est une question éthique fondamentale actuellement, à savoir qu'est-ce qui va devenir du traitement des données des élèves qu'on produit actuellement. On produit actuellement donc beaucoup de recherches dans les universités sur l'intelligence artificielle et il y a une grande disparité quand on regarde l'embauche des personnes qui sont issues des universités, des docteurs en intelligence artificielle. La plupart prennent la route de l'industrie. Le tiers à peu près reste dans les universités, mais moins de 1% vont travailler pour la gouvernance. Alors là, il y a un problème énorme dans la régulation et dans l'analyse que nos gouvernements, que nos sociétés font par rapport à l'utilisation actuelle et future de l'intelligence artificielle. Alors, pour terminer, je fais un lien ici avec la notion des affordances, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'affordance, c'est la notion qu'un objet ou un environnement permet à l'intelligence humaine de créer autre chose. Donc, ça vient du mot afford, ça permet autre chose. Alors, l'intelligence artificielle, comme les nouvelles technologies, permettent des affordances créatives, comme elles permettent des affordances pédagogiques. Énorme. Alors, tout est à repenser en quelque sorte sur le plan de la pédagogie, parce qu'on traite avec des outils qui reposent sur la langue, rappelons-le. Et évidemment, on est très conscient qu'on sous-estime toujours
la rapidité du changement. On a de la difficulté à se projeter dans le futur. Ryan Miller avait écrit un livre que j'aime bien où il parle de la littératie du futur, d'avoir en quelque sorte une perception ou une analyse d'où on s'en va, considérant l'accélération de l'évolution. Alors, tout ça, donc, gardons à l'esprit qu'il faut, il faut garder en perspective qu'il faut maintenir, il faut préserver la nature et le rapport humain par rapport à la technologie, parce que le comment, actuellement, la machine opère sur le comment, et le comment, ça mécanise le sens, alors que le pourquoi des choses, ça humanise le sens. Alors, gardons tout ça à l'esprit, et pour terminer, essayons, de former les élèves, de sensibiliser les élèves à l'importance de continuer à apprendre constamment. Il ne faut jamais baisser la garde, il faut toujours garder l'intelligence active. C'est beaucoup là sur le plan de la métacognition, sur le plan de la méthode d'apprentissage qu'il faut œuvrer, parce que l'information, c'est une chose, bien sûr, mais la méthode de traitement de l'information, c'est encore plus capital. Et quand je dis capital, je fais référence à la tête, bien sûr. C'est capital absolument de travailler sur la méthode d'apprentissage et de traitement des données. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. On a terminé la présentation. Vous pouvez télécharger en quelque sorte les diapos, s'il y a des diapos qui vous intéressent, ne serait-ce que pour référence. Je sais comme c'est désagréable des fois que de devoir faire du copier-coller chaque fois qu'une présentation, une diapo se présente à l'écran. Alors, je vais essayer de sortir de ceci un instant. Alors, comment je fais? J'ai arrêté le partage d'écran tout simplement. Oui, tu m'entends? Oui, François, oui. Écoute, est-ce que tu peux remettre le lien raccourci dans la boîte de clavardage pour Oui. copier-coller dans la boîte de clavardage? Il y a des gens qui le demandent. Et pendant que tu fais ça, moi, je vais ouvrir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage. Ça serait très, très, très apprécié de votre part. Puis moi, j'ai essayé de copier et écrire le lien en lettres, puis je me suis trompé. Donc, le copier-coller, je pense que ça va fonctionner. On va le mettre dans quelques instants. Alors, oui, quelle conférence inspirante et avec plein de contenu. Moi, j'ai plein de notes sur ma feuille que j'ai prises. Je me demandais si dans le public, chères personnes, si vous aviez questions, commentaires, etc. Puis moi, François et Jules et moi, on peut regarder justement là, les questions. Je suis convaincu qu'il y en a. Donc, allez-y. Comme disait ma grand-mère, lâchez vos lousses. Puis moi, je vais te remercier, François, officiellement. Je vais arrêter l'enregistrement et puis après ça, on pourra aller à la période de questions. En fait,